Depuis la révolution tunisienne de janvier 2011, Projeunesse s'est rendu par 3 fois en Tunisie. La première fois dès octobre de cette année cruciale, afin de prendre le pouls de la jeunesse tunisienne à la veille des premières élections libres dans ce pays, puis en 2012, et enfin en 2013 pour le premier forum social mondial dans un pays du Maghreb. L'année 2019 a aussi été une année charnière sur le plan politique, avec 2 échéances électorales importantes intervenues dans un laps de temps très court, les élections législatives et les élections présidentielles. Il nous a donc semblé important de revenir en Tunisie, tant pour faire le bilan des 8 années écoulées depuis la Révolution, que pour envisager les années à venir, au travers du regard d'amis tunisiens que nous avons gardés sur place. C'est ainsi que nous avons contacté Asma Garbi, une jeune professeure de français d'origine tunisoise qui exerce depuis 3 ans à Joumine, dans une région pauvre et montagneuse située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Tunis. Nous l'avons suivie durant 10 jours, du centre de Tunis à la côte de Carthage, au gré de ces questionnements qui recoupaient beaucoup les nôtres. أنا أسماء غربي، عمري 30 سنة. اتولدت في تونس واستاذت فرنسية في منطقة ريفية جبلية مهمشة شمال تونس من عام 2014. Je fais partie de cette génération qui a vécu sous la dictature de Ben Ali et l'a vu se faire chasser du pays lors de la révolution du Jasmin. Je préparais mon agrégation quand la révolution de 2011 a éclaté, menant le pays vers un processus historique de démocratisation qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le 25 juillet dernier, Béji Caïd Essebsi, le premier président de la République démocratiquement élu, décédait, ouvrant la voie à des élections anticipées dans les 90 jours conformément à la nouvelle constitution. En septembre de cette même année, les élections présidentielles ont vu l'arrivée au pouvoir de Kais Saied, professeur de droit constitutionnel respecté, mais notoirement novice en politique, avec 72% des voix exprimées. Dans le même temps, les élections législatives qui se sont tenues entre les 2 tours de la présidentielle ont vu un patchwork de partis entrer au Parlement, avec le risque de rendre très complexe, voire impossible, la formation d'un nouveau gouvernement. Toutes ces raisons me font m'interroger sur les changements politiques et sociaux qui bouleversent mon pays. Si lors des premiers scrutins, les choses me paraissaient assez claires, après plus de 8 ans et plusieurs élections, je me pose la question d'une sorte de bilan du processus démocratique, lequel a vu mes convictions originelles se transformer en vote blanc à l'occasion de ces élections présidentielles, mon opinion ne m'ayant pas semblé être représentée par la personnalité et le programme politique des 2 candidats restés en lice au second tour. La complexité des débats et la grande diversité des opinions, parfois très contradictoires ou très sommaires, exprimées dans toutes les directions, que ce soit dans les médias ou dans la rue, voire entre les différentes personnalités tunisiennes, ont rajouté un certain trouble dans ma perception des enjeux tunisiens. Cela m'a poussé à me tourner vers l'un ou l'autre acteur du monde intellectuel et culturel pour tenter de voir de quelle façon ils arrivent à faire la part des choses. J'ai tout d'abord pensé à Gilbert Nakache, un intellectuel emblématique de l'histoire de la Tunisie, figure de résistance et créateur du groupe Perspective, et qui, à ce titre, passait 11 ans dans les prisons de Bourguiba. Que pensez-vous de l'évolution de la Tunisie depuis la révolution de 2011 et notamment de l'implication des jeunes depuis lors? Je dois dire que la révolution qui a un peu surpris les gens ne m'a pas tellement surpris parce que j'avais
une analyse de la situation en Tunisie très différente de l'analyse générale. Pour moi, la Tunisie était dirigée par un État qui était en fait un État particulier, un État de parti unique. Un État où le parti avait pris la place d'une classe dominante, était transformé en classe dominante qui était quand même renouvelable, mais c'était le parti qui était la classe dominante et qui faisait aussi partie de l'État. Donc c'était un truc un peu particulier. À partir de là, j'ai compris que la révolte de départ de 2011 était en réalité le point de départ d'une révolution parce que l'ennemi de surtout la jeunesse qui s'était mobilisée n'était pas seulement l'appareil d'État, les casernes de la garde nationale ou les locaux du gouverneur et du délégué, mais également les cellules et les sections du RCD. Donc, pour les révoltés, l'ennemi était aussi le parti unique. Ils avaient compris ça, c'était très bien. Aucun parti de gauche ou de droite ne l'avait compris. Et pratiquement depuis 2011 jusqu'aux dernières élections, on a assisté à une tentative permanente de la contre-révolution de détruire la révolution. Et on s'est aperçu, je me suis aperçu, que toutes ces tentatives, à chaque fois, étaient vouées à l'échec, que la révolution battue dans un endroit reprenait vivante et encore plus agressive dans un autre. Au point que la contre-révolution, les régimes, les partis qui dirigeaient la contre-révolution n'ont pas pu faire de véritable restauration. Dans ces partis, il y avait surtout l'alliance entre les anciens RCD et les nouveaux et les islamistes qui espéraient au début arriver à leur fin, c'est-à-dire faire un État islamiste, ensuite remplacer l'ancien parti unique comme État, et puis ils sont aperçus que ce n'était pas possible, qu'il y avait trop de partis, et à partir de ce moment-là, le régime transitoire qu'ils ont appelé de démocratie était voué à l'échec. Pour moi, la révolution ne s'est jamais arrêtée et elle n'a jamais été battue. Cette jeunesse, on ne s'en est pas aperçu, mais elle avait compris, elle, depuis un certain temps, que le drame de la situation actuelle, c'était précisément d'avoir cru en 2011 qu'il fallait que des gens expérimentés fassent la politique parce qu'eux ne savaient pas la faire. Alors, cette croyance a servi ce que j'appelle la contre-révolution et a affaibli les possibilités de contestation de la jeunesse. Voilà que, sans qu'on s'en aperçoive, il y a eu un constitutionnaliste qui a découvert une faille dans la Constitution. La faille, c'est simple. Elle était inévitable dès l'instant où elle avait été rédigée par des partis politiques. Un parti politique qui rédige une constitution se dit, bon, il faut la faire de façon à ce que les partis restent au pouvoir, mais
c'est pas sûr que moi, mon parti, soit au pouvoir demain. Donc il faut prévoir un contre-pouvoir pour que si jamais un parti qui est mon adversaire prenait le pouvoir, essayer de le limiter un peu. Donc, ils ont adopté aussi un régime semi-présidentiel où le président était élu au suffrage universel. L'embêtant du suffrage universel, c'est que ça échappe, ça peut échapper aux décisions des partis politiques. Les partis ont cru, malgré les sondages permanents qui disaient le contraire, que ce bonhomme, M. Khaït Saïd, justement, je voulais vous poser la question, que pensez-vous était complètement farfelu ou un agent d'un parti quelconque n'a plus de préférence. Il faut distinguer entre les opinions personnelles des individus et ces opinions politiques ou juridiques. En tant que constitutionnaliste, je suis complètement différent du monsieur que je suis dans le civil. Personne ne l'a cru. Il a conquis la jeunesse parce qu'il a arpenté la Tunisie pour parler aux jeunes, qu'il les écoute. Ceci, c'est très rare. Supposons que ces jeunes, qui n'ont marqué aucun signe d'engagement politique clair, s'organisent en partis, c'est la déroute complète des autres partis. Donc, la position actuelle du président est très forte. Et c'est une position d'autant plus forte que la menace peut se transformer en une réalité très facilement, que les jeunes qui ont voté pour lui, qui sont les mêmes que les jeunes qui se sont mis à nettoyer les rues, à peindre des monuments, etc., ont été déjà capables d'action unitaire, d'action commune. Et donc, le pas suivant, qui consisterait à dire aux prochaines élections, on fait des listes communes, est très facile à envisager. Donc, on est dans une situation, comme dit Khaït Saïd, dans une situation de retour à la révolution qui est en marche. Mais ça n'a rien d'étonnant, elle ne s'est jamais arrêtée. Ça ne peut pas être une tarte de faire un gouvernement. Et une fois qu'on aura fait le gouvernement, ce ne sera pas une tarte qu'il marche. Et ce ne sera pas de tarte non plus qu'il reste en place. À court ou moyen terme, disons, l'Assemblée nationale est appelée à être remplacée par des assemblées locales qui auront, par phases successives, créé une nouvelle Assemblée nationale. Et je ne désespère pas, même si ça semble complètement utopique, que la démocratie de demain s'appuie sur l'informatique, c'est-à-dire sur le cybergouvernement. Que demain, il ne soit plus nécessaire d'élire des gens pour qu'ils décident des lois, etc., qu'il suffira de faire des cercles de discussion qui proposeront des lois et de soumettre ces lois à tous les citoyens qui répondront par leur ordinateur s'ils sont d'accord ou non, s'ils proposent des amendements ou non, etc. Et où non seulement on sera passé de l'état de droit à la société de droit, comme dit le président qui est quand même un peu visionnaire, mais on sera passé de la société de démocratie à la démocratie sociale.
الاشكال انه احنا ما عندناش فكره شنو التصور الدبلوماسي للسيد قيس سعيد. احنا فقط اللي قالوا في الخطاب نتاعو تكلم عن القضيه الفلسطينيه بشكل نتصور جل التوانسه الغالبيه صح نتاع التوانسه يوافقوا عليها. تكلم على علاقتنا بالخارج بصفه مختلطه، قالت احنا يلزم الناس تطمئن، احنا اوفياء للتعهدات تاعنا، ولكن ماذا بينا نجموا نراجعوها اذا كان مش تخدم مصلحنا. شنو هي نظره تونس، شنو هي عقيدتها الدبلوماسيه؟ Cette rencontre avec Gilbert Nakache m'a déjà amené beaucoup d'éclaircissements précieux. Néanmoins, il me semblait important d'interroger une personne peu proche de ma génération. J'ai pensé à Sami El-Haj, un producteur basé à Carthage qui se définit comme un artiste cinéaste et qui monte en ce moment un documentaire sur base d'images qu'il a tourné lors de la révolution de 2011. Depuis la révolution tunisienne de 2011, les langues se sont sans doute déliées. Ça commence par, je crois, l'observation d'un café populaire, jetant souvent l'oreille quand c'est plein, et les gens parlent de politique. Enfin, on parle de politique depuis maintenant 8 ans, 9 ans. Si je devais résumer ce qui s'est passé depuis la Révolution, ce serait une réappropriation de l'espace urbain déjà par le citoyen et par l'artiste en général. Quand on sort d'un régime où tout est pyramidalisé d'une certaine manière, où il y a une pensée unique, un parti unique, un chef unique, un temple unique, voilà. On développe, avec le temps, on développe des réflexes d'autocensure, de rétention, ce sont des réflexes, ce sont des fonctionnements qui nous amènent à apprendre à mentir. Hein. Le régime dont on sort n'est pas un régime dictatorial au sens technique du terme. Hein. Ce n'est pas Hitler, hein, loin de là. Mais c'est beaucoup plus pernicieux. C'est moitié mafieux, moitié policier, etc. Donc en sortant de ça, moi je me souviens, au lendemain de la Révolution, c'est-à-dire entre décembre 2010, janvier 2011 et juin-juillet 2011, j'ai connu un Tunis que je n'ai jamais connu auparavant. Encore une fois, pour la réappropriation de la rue, de l'espace urbain. Cette chose continue en 2019. Je pense que quelque chose dans la rue a changé. Quelque chose dans la présence des représentants de l'ordre aussi a changé. Donc le rapport à la production de traces artistiques, filmiques ou autres, a aussi changé. Ce n'est plus l'artiste tunisien n'est plus avec ou contre le régime, mais il est avec ou contre soi. C'est-à-dire que probablement depuis la révolution de 2011, pour la première fois, un véritable miroir est tendu par l'artiste à soi. Hein. On arrive à se réfléchir, à se penser plutôt. On arrive à se penser, on arrive à être autocritique, donc critique par rapport au cercle à l'espace qui nous contient, et qui légifère pour nos vies. On met beaucoup de temps pour que quelque chose de nouveau s'installe. Parce que ces régimes-là se clonent. Ils font une espèce d'autoclonage. Donc ça ne disparaît pas du jour au lendemain, c'est un très long travail. Des copains italiens, vous savez que les Italiens s'y connaissent en matière de corruption, de machin, etc. Ils me parlent de 25-30 ans minimum pour que ça commence à s'assainir. Et justement, l'élection du nouveau président Kais Saied vous semble-t-elle ouvrir des perspectives nouvelles? Eh bien, déjà j'ai voté Kais Saied. On avait le choix entre deux, c'était évident que c'était lui. Hein. Je pense que mon vote n'était pas simplement un vote utile. Il y a quelque chose de convaincant chez notre nouveau président Kais Saied. Je l'ai observé, je l'ai suivi, et bon, c'est l'homme semble parfait pour le rôle en ce moment. Il est évident que l'homme est pondéré, et notre nouveau président est pondéré, et qu'il sait ce qu'il fait. Il a l'air aussi de ne pas être le genre d'homme qui succombe à la tentation. Et ça, c'est très important pour un chef d'État. Il est convaincu, il porte pleinement sa fonction et l'amour du pays.
Et bon, il est là depuis depuis quelques jours, et je crois qu'il est en train d'insuffler une bonne énergie à tout le monde, y compris les artistes et les cinéastes. On a soudain l'impression que une figure à la fois douce et autoritaire de chef revient, et qu'il y a une impulsion vers l'avant. Je préfère être optimiste, mais c'est trop tôt pour analyser la situation. Au bout de ce petit périple, il me semble avoir acquis de nouvelles possibilités d'élargir ma réflexion pour l'avenir. Les chantiers semblent énormes et complexes, mais les gens que j'ai rencontrés paraissent optimistes et très motivés à aller de l'avant, chacun dans leur domaine. La rencontre avec ces intervenants m'offre en tout cas un premier aperçu qui a surtout l'intérêt de m'ouvrir des voies vers un approfondissement possible. Dès notre retour à Bruxelles, il nous a semblé important de poursuivre la réflexion entamée en Tunisie en interrogeant directement 2 associations citoyennes de Tunisiens en Belgique. Le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie, ou CVDT, et la Fédération euro-tunisienne pour une citoyenneté active, ou FETCA, que nous avons invitées dans les locaux même de Projeunesse. Depuis 2011, en fait, il y a une forme de déception et de désenchantement envers le processus démocratique, de transition démocratique qui s'est limité à la fondation de nouvelles institutions, mais qui ne sont pas garantes d'une nouvelle démocratie si on se limite à ces institutions, parce qu'aujourd'hui, les inégalités sociales et économiques en Tunisie sont presque inchangées par rapport à ce qui avait amené les Tunisiens à se révolter et à mener leur révolution pour faire tomber le dictateur Ben Ali. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les Tunisiens. Que ce soit les associations, les jeunes qu'on a rencontrés. Il faut savoir qu'il y a plus de 260 000 jeunes diplômés chômeurs en Tunisie. Il y a même une organisation qui s'appelle l'Union des diplômés chômeurs, qui c'est intéressant parce qu'ils font tout de suite le pont. Ils ont été étudiants, syndicalistes, et ils passent direct à l'autre association. Donc nous, on connaît les jeunes étudiants organisés de l'UGET, l'Union Générale des étudiants de Tunisie. Beaucoup de gens s'impliquent, les citoyens tunisiens, les associations, que ce soit par leur critique ou leur engagement, le fait d'aller voter ou pas, tout le monde a un avis sur le processus de changement en Tunisie, et il y a beaucoup de déçus. On va se dire que la transition démocratique, même si on peut se réjouir qu'aujourd'hui les Tunisiens ils ont plus de droits, plus de liberté, ils ont cette superbe chance de pouvoir aujourd'hui aller voter dans des élections qui sont très bien organisées à ce niveau-là, finalement, les différents gouvernements successifs n'ont pas amené de nette amélioration au niveau socio-économique. Et ça, c'est pas une transition démocratique suffisamment acceptable pour une bonne partie des Tunisiens. Et ça s'est vu pas mal dans les résultats au niveau des votes, notamment autour de la candidature de Kais Saied, qui amenait à vouloir amener davantage de changements et donner plus de voix et de poids aux jeunes à travers son programme de vouloir rechanger la Constitution alors que celle-ci avait déjà été changée, mais sous une version particulière et qui ne convainc pas une bonne partie des étudiants, on va dire, pour résumer, qu'ils ne sont pas convaincus de ce parcours institutionnel de refondation d'institutions qui, il faut le dire, on va dire, recopie exactement le modèle occidental de la démocratie moderne. À savoir une assemblée constituante qui crée une assemblée nationale avec des gouvernements pour émettre des lois avec des majorités parlementaires, etc. Mais voilà, il y a des partis qui sont plus importants que d'autres. Et là, on peut voir même, moi, c'est ça que je trouve très intéressant, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, en même pas 10 ans de régime parlementaire modèle occidental, on peut voir qu'aujourd'hui, la Tunisie connaît exactement les mêmes contradictions et les mêmes crises que pas mal de démocraties en Europe, que ce soit le taux d'abstention ou la non-possibilité de créer des majorités parlementaires, parce que vous avez un éclatement de la représentation au Parlement, et c'est le cas aujourd'hui au niveau du Parlement tunisien. La candidature de Kais Saied a amené un certain espoir pour beaucoup de jeunes, pour d'autres parties de la population, parce il paraissait différent et il avait aussi une figure un peu plus intègre, il est mêlé à aucune affaire de corruption, ce qui n'est pas forcément le cas du reste de la classe politique en Tunisie. C'est un prof de droit constitutionnel.
Et beaucoup de personnes parlent de lui depuis longtemps, et il est caricaturé par ce qu'on appelle les indépendants en Tunisie. Donc en effet, il est issu d'aucun parti politique. Il n'a d'ailleurs pas été forcément soutenu par des partis politiques durant la campagne, du moins au départ, à moins que d'autres appellent à voter pour lui, tout ça, parce qu'ils voyaient qu'il prenait de plus en plus de poids. Et en effet, son projet de vouloir modifier la Constitution et retourner vers une concertation des populations à un niveau plus local, avec la création de comités, tendre plus vers une démocratie participative que juste se limiter à une démocratie institutionnelle, s'opposait de fait à tous les travaux entrepris depuis l'Assemblée constituante en 2011. Et il faut savoir que Kais Saïed était déjà très critique de la version travaillée durant l'Assemblée constituante en Tunisie, et il n'était pas d'accord avec le bilan final. Mais voilà, ça va être plus compliqué à mettre ça en place, surtout qu'on ne sait pas encore qui va gouverner la Tunisie. On sait que maintenant, au niveau des résultats électoraux des législatives, le parti des islamistes, Ennahda, est arrivé premier, mais à moins de députés depuis 2011. Il faut savoir qu'ils ont toujours perdu plus à chaque élection, et ils perdent notamment dans leur propre terrain électoral. Donc par exemple dans le sud, où ils avaient toujours été très forts, moins de gens ont été votés pour eux. Et donc voilà, le problème c'est que la déception elle reste là, et c'est surtout ce qu'on nous dit, il n'y a pas de projet, de programme politique clair pour la Tunisie, pour un nouveau modèle de développement. Donc il y a une nouvelle aspiration démocratique qui a été portée, mais le problème de fond reste les inégalités sociales et économiques. En 2011, la Tunisie a connu un événement extraordinaire. C'est un espoir, un nouvel espoir qui est arrivé aux Tunisiens, qui était à bout de souffle avec le régime de Ben Ali, presque 30 ans de souffrance, 30 ans de torture psychologique et physique. Et en 2011, à la soulagement, la première fois, les Tunisiens avaient le droit de voter librement, de choisir librement quelqu'un qui peut les représenter. La Tunisie n'a jamais organisé des élections libres, démocratiques et transparentes, donc il fallait organiser ces élections loin du ministère de l'Intérieur, loin de l'administration, loin des réseaux RCDistes, loin des cellules RCDistes, loin de tout ce qui pouvait corrompre ou interférer avec des élections indépendantes et démocratiques. Donc le défi était énorme avec l'ISI. Entre 2011 et 2013, c'est une assemblée constituante avec la Troïka, donc Nada, Takatel, qui est le parti frère PS, et le parti de Marzouki. Et donc cette assemblée constituante a subi quand même le sit-in de Bardo. C'est un sit-in qui a forcé l'assemblée constituante à faire marche arrière sur certaines choses et surtout de finir la constitution tunisienne. C'est une période aussi qui a connu l'assassinat de Choukri Belaïd et Haj Brahmi. Donc c'est ce qui a aussi amené la Tunisie à des troubles, mais pas graves. En tout cas, le sit-in, c'était une réponse par rapport à ces assassinats. 2012-2013, le phénomène salafiste a été très présent et la peur était présente, et surtout le pouvoir d'achat des Tunisiens s'est dégradé d'une manière spectaculaire. Les circuits de distribution ne sont plus contrôlés par l'État. C'est des produits qui doublaient, triplaient de prix. Donc il y a une volonté
de mener la vie dure aux Tunisiens, de leur faire regretter cette révolution. Parce que c'est vrai, on a fait tomber Ben Ali, mais Ben Ali, il a plus que 40 voleurs. Donc il n'y a pas que Ben Ali. Il y a Ben Ali et les réseaux qui profitent de Ben Ali et les réseaux avec qui Ben Ali travaillait. Donc ces réseaux-là étaient toujours là. Béji Qaït Essebsi, qui une ancienne figure de Bourguiba et de Ben Ali, autour duquel s'est constitué Nidé Tounes qui a réuni des hommes d'affaires, essentiellement des hercidistes, des quelques figures de la gauche, mais surtout beaucoup d'argent, je ne vais pas dire sale, mais en tout cas beaucoup d'hommes d'affaires mêlés à des affaires de corruption. Et donc en 2014, la situation a fait que Nidé Tounes arrive donc à gagner les élections. Et la première chose que Nidé Tounes a fait passer, c'était la loi de la réconciliation. C'est une loi, en fait, c'est un projet de loi qui s'est constitué ou qui a été présenté en parallèle avec l'IVD, donc l'instance vérité et dignité. D'un côté, on mène le chemin, en tout cas, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant les années Ben Ali, avec une réconciliation, une vraie réconciliation, c'est-à-dire on essaie de comprendre, et puis les bourreaux demandent, ou les corrompus demandent pardon, et puis on passe à la réconciliation. Ce qui s'est passé, c'est qu'une loi a été avancée, qui a été propulsée par Béji Qaït Essebsi et Nidé Tounes, bien sûr, parce que Béji Qaït Essebsi était président de la République, et c'est une loi qui a fait mal à pas mal de Tunisiens, et beaucoup à la jeunesse tunisienne, parce qu'il y a eu des manifestations pour arrêter cette loi. C'est une loi qui a amnistié tous les fonctionnaires, tous ceux qui étaient impliqués dans des affaires de corruption. Et donc c'est une loi qui a dynamité le processus de l'instance vérité et dignité. Et c'est ça qui était grave. Donc on avait d'un côté la loi de réconciliation qui n'est pas constitutionnelle, selon aussi la commission de Venise. Et d'un autre côté, on a l'IVD qui mène le processus de la réconciliation selon des standards internationaux. Donc ça posait énormément de problèmes, et d'ailleurs on peut constater lors des séances d'écoute au sein de l'IVD qui ont été diffusées à la télé nationale, que ni le président de la République, ni le chef du gouvernement, ni le président du Parlement tunisien n'ont assisté à ces séances d'écoute. Ce qui est très très grave, était un signal quand même très clair qu'on n'en veut pas de cette instance vérité et dignité. Donc on est arrivé aux élections présidentielles et législatives de 2019, bien sûr après le décès de Béji Qaït Essebsi, avec un peuple fatigué. Aux élections présidentielles, donc deuxième tour, Qaïs Saïd Nabil Qaroui. Nabil Qaroui avec sa télé, qui fonctionne 24/24, matraquage. Khalil Tounes, donc l'humanitaire, centre d'appel, vous avez besoin de quelque chose, donc c'était beaucoup de générosité. Et Qaïs Saïd, qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, en fait, les années, depuis 2014,
Il était écarté des plateaux télé et on ne le voyait plus. Et donc, il y avait un problème à communiquer avec Presside qui ne voulait pas en fait assister à des plateaux de lynchage. Et donc il a compris le processus et qui a compté sur l'élan de la jeunesse, des jeunes Tunisiens, des étudiants. Parce qu'il fallait dire aussi qu'il était enseignant de droit constitutionnel. Donc il avait un soutien sans limite par les jeunes et par les étudiants qui cherchaient quelqu'un qui soit le gardien de la Constitution et de la loi, et qui est quelqu'un qui applique la loi et qui met fin à l'impunité. Donc il fallait une révolution des urnes, et il y a eu cette révolution des urnes. Et c'est la jeunesse, c'est les jeunes qui ont eu le dernier mot. Mais on se demande, mais pourquoi en fait ces jeunesses ne s'est pas mobilisées pour les législatives? Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait aussi une allergie, il y avait un refus de tout ce qui est parti politique. Et on dit comment ça se fait que, la question qui se pose, comment il a pu faire ça sans télé, sans financement d'hommes d'affaires. Il n'y a pas d'hommes d'affaires dans l'histoire. Il y a des blagues en Tunisie. Il a mené sa campagne avec un capucin, un expresso et une bouteille d'eau. Mais il a sillonné la Tunisie. Il a sillonné la Tunisie avec des jeunes. Il y avait des jeunes étudiants, en tout cas des diplômés chômeurs, qui ont sillonné aussi la Tunisie à pied, juste pour mener campagne pour Presside. C'est énorme quand même. Et quand j'ai dit sans moyens, c'est-à-dire qu'ils avaient une situation économique très difficile. Et malgré ça, ils menaient une campagne pour Presside. Donc il y avait une leçon à retenir aussi. C'est que quand on a envie de changer les choses, on peut les changer. Mais il fallait juste se lancer et aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Presside. Il a été élu et donc ça faisait peur. Hein, donc 72%. Il y en a qui parlaient d'un score russe, mais c'est comment dire, c'est presque l'unanimité. D'ailleurs, voilà, c'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la Constitution, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la loi, et qui parce qu'on a besoin qu'on applique la loi en Tunisie, c'est ça qui manque. Il faut appliquer la loi. Et d'ailleurs, il y avait un slogan, Tabbaq al-Qanoun, c'est applique la loi, applique la loi. C'est ce qu'on attend. Malgré les difficultés, les contretemps et les résistances, l'histoire se poursuit en Tunisie, tantôt avec une lueur d'espoir face à l'élection du nouveau président, qui dit vouloir inscrire son action politique dans une reprise du cours de la Révolution, tantôt dans la tristesse ces jours-ci, avec le décès prématuré de Lina Benmeni à 36 ans, jeune blogueuse et militante, qui fut pour beaucoup dans l'embrasement de la Révolution face à la répression policière qui faisait alors rage à Sidi Bouzid suite à l'immolation de Mohamed Bouazizi le 4 janvier 2011. Son cercueil, porté par des femmes jusqu'à son ensevelissement à Tunis, à contre-courant de la tradition musulmane, laisse entrevoir à tout le moins la volonté inflexible de continuation révolutionnaire qu'exprimait clairement cette phrase prononcée par les participants. « Lina, repose-toi, nous continuons le combat ».